Ils ont pris mon billet, mon téléphone, puis ils sont partis. Je pourrais répéter cette phrase jusqu'à la nausée, la laisser tourner dans ma tête comme un disque rayé, mais ce serait aussi me voiler la vérité. Ce n'était pas seulement un billet ni un téléphone, c'était la preuve la plus élémentaire que j'existais pour eux. Quand la porte d'embarquement s'est refermée, c'est quelque chose de plus ancien qui a été abandonné sur le carrelage froid de l'aéroport. Une attente, une promesse tacite que ma présence comptait. Les écrans clignotaient, les annonces feutrées en français et en anglais se superposaient. L'odeur du café chaud s'accrochait aux vêtements des gens pressés. Ma valise roulait lentement, comme si elle avait compris qu'on l'avait oubliée. Robert et Linda Romero s'étaient arrêtés une dernière seconde devant la porte, leur visage fermé. Angela a évité mon regard. Ma mère a dit d'une voix étranglée, « On doit y aller », comme si la phrase pouvait suffire à tout balayer. Mon père a repris sa valise. Mon frère a regardé ailleurs, comme si le monde refusait d'être témoin. Je suis restée là, paralysée de l'intérieur, comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Les passagers autour me semblaient irréels, des silhouettes qui reprenaient leur course. J'ai d'abord cru à une erreur. Quelque part, il y aurait une explication pratique. Un oubli de passeport, un document manquant, quelque chose qu'on pourrait régler au guichet. J'ai foncé au comptoir. L'agent a tapoté son écran, levé les épaules, prononcé des mots administratifs que je n'entendais pas vraiment. J'ai cherché leurs yeux. Ils n'étaient plus là. Je veux que vous imaginiez ce que ça fait, d'être arraché à la normalité par vos propres proches, dans un lieu public, sans explication qui tienne. Pas une dispute, pas un cri, seulement un éloignement froid et définitif. J'ai senti l'air se refroidir autour de moi. La honte a essayé de s'insinuer. Peut-être ai-je mal agi, ai-je manqué. Mais la honte n'a pas de fondement quand les faits sont aussi clairs. Ils avaient choisi, délibérément, de me laisser. Je me rappelle précisément le moment où j'ai accepté l'idée que je ne rentrerais pas chez moi comme prévu. Ce n'était pas la panique purement instinctive, c'était la prise de conscience que ma vie venait d'être redéfinie par un acte qui ne me concernait pas. La colère a suivi la douleur, et puis un calcul froid s'est imposé. Que faire maintenant, concrètement, au-delà des émotions? Avant que je ne réalise combien j'étais seule, quelqu'un s'est approché. Il était élégant sans ostentation, costume bien coupé, chaussures propres, une écharpe discrète qui coiffait son col. Il avait un visage que l'on associe aux décisions, celui des gens qui commandent sans hausser la voix. Il s'est arrêté à une distance respectueuse, a croisé mon regard sans l'assombrir, et m'a tendu son téléphone comme pour compenser le mien. « Vous êtes Joyce Romero ?» Il avait mon nom prononcé d'une façon qui n'était ni curieuse ni intrusive, juste factuelle. J'ai hoché la tête, trop surprise pour parler. « Vous pouvez me dire ce qui se passe ?» Il parlait avec douceur, mais sa voix cachait quelque chose de pratique, l'habitude de résoudre des problèmes. Je lui ai expliqué, en bégayant parfois. J'ai parlé des prochains rendez-vous que j'avais, du condo dont je m'occupais, des projets en attente. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a posé une question qui m'a bouleversée par sa simplicité. « Voulez-vous que je vous aide à partir maintenant ?» Je n'avais pas encore réalisé que ma tête cherchait une sortie. Son calme m'a offert un espace de respiration. L'idée qu'un inconnu propose son aide à un moment où toute la famille vous tourne le dos est quasiment inconcevable. Et pourtant l'inconcevable est arrivé. Il s'appelait Alexander Hayes. Il a seulement dit qu'il allait à New York et qu'il avait un siège libre dans son jet. Il a expliqué, sans emphase, pourquoi il avait besoin que quelqu'un l'accompagne. Une présence stable et discrète pour un gala important. Une compagne au bras pour l'image, rien de plus. Puis, comme s'il énonçait les termes d'un marché simple, il a ajouté « Faites semblant d'être ma femme pour quelques semaines. Je vous donne ce qu'il faut pour le transport, l'hébergement, et je vous aide avec ce que vous avez laissé derrière. » J'ai ri, un petit rire sec, incrédule. C'était grotesque, non? Me proposer un rôle de façade comme solution à l'abandon de ma propre famille. Mais l'absurde de la proposition n'éteignait pas la logique froide qui l'accompagnait. Alexander n'offrait pas la pitié. Il proposait un échange. La négociation a commencé sur le trottoir du terminal, devant un panneau publicitaire géant. Je lui ai demandé pourquoi il s'intéressait à moi. Pourquoi il aiderait une inconnue? Il a souri comme on répond à une question administrative. J'ai besoin d'une présence fiable.
Une personne qui sache s'occuper des détails. Vous avez l'air d'avoir ce talent. Et je préfère payer pour cela plutôt que de me retrouver à improviser. J'ai demandé le prix. Il a sorti un petit carnet, griffonné des chiffres, et les a dit à voix basse. 50 000 $ maintenant pour couvrir vos besoins immédiats. Billets, téléphone, imprévus. Et 300 000 $ pour la durée de l'accord, répartis selon des conditions précises. Confidentialité, bonne conduite lors d'événements publics, disponibilité pour le gala, clause de sortie après la période convenue. Tout cela sera mis par écrit. Je me souviens d'avoir regardé le montant et d'avoir senti une autre émotion s'insinuer. La méfiance. L'argent est pratique. C'est surtout un instrument de pouvoir. Accepter signifiait entrer dans une transaction où je céderais une mare de contrôle. Refuser, c'était rester à l'aéroport sans billet, sans téléphone, avec la famille partie. J'ai pensé à mon condo, aux factures, au petit héritage immobilier qui représentait davantage que de la pierre, une autonomie fragile que je ne voulais pas perdre. Et si j'accepte, que devient mon nom ? Ai-je demandé. Votre nom reste à vous. Ici, vous jouez un rôle. Le contrat devra préciser vos droits et les miens. Rien ne se fera sans votre accord, et vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires. Il parlait comme un homme qui connaissait la valeur des mots bien rédigés. Je lui ai demandé une garantie écrite sur l'aide pour gérer les dégâts causés par mon départ précipité. Il a hoché la tête, m'a tendu une carte avec un numéro et a dit « Vous parlerez à Martin Coleman, mon avocat. Il finalisera le contrat et veillera à ce que tout soit clair. » Accepter un tel marché aurait pu sembler humiliant sur le papier, mais la fierté ne paye pas un billet d'avion ni un téléphone international. J'ai regardé ma valise, puis le visage de ces gens qui avaient choisi de m'oublier, et j'ai dit oui. Pas parce que je voulais être sauvée par un homme riche, mais parce que je refusais d'être définie par l'abandon de ma famille. C'était pragmatique, rugueux, nécessaire. Avant de monter dans la voiture qui nous emmenait vers l'avion, il a posé une main légère sur ma manche et a murmuré « On fait cela proprement, un accord. Vous décidez si vous voulez rester. » Ces paroles étaient une promesse de respect qui m'a surprise. Elles n'annulaient pas la transaction, mais elles la rendaient supportable. Si cette histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu, une trahison familiale, un abandon, un moment où vous avez dû négocier votre propre survie, racontez-le en commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas la seule à avoir dû transformer la douleur en stratégie. Le jet privé était étonnamment ordinaire à l'intérieur. Cuir clair, lumière tamisée, une trousse de voyage soigneusement préparée sur chaque siège. Alexander m'a laissé de l'espace, pas de petites attentions envahissantes, juste les éléments nécessaires. Nous avons traversé la nuit et l'océan, et je me suis trouvée à regarder les nuages comme si je regardais les pages d'un livre que je n'avais pas choisi d'ouvrir. New York m'a accueillie avec ses lumières qui ne mentent pas. Un chauffeur m'a conduite jusqu'au penthouse d'Alexander, situé assez haut pour que la ville devienne un tableau lointain. Le sol était poli, les fenêtres immenses, la vue sur l'Hudson un ravissement glacé. Elena Morales, la gouvernante, m'a accueillie avec la courtoisie de ceux qui savent tenir un foyer de haut standing. Sourire professionnel, geste précis. Elle m'a expliqué les routines, les numéros importants, la sécurité. Sa voix était une boussole. La première nuit, j'ai pris une douche et je me suis endormie en regardant la ville lampée d'orange et de blanc. Mon téléphone, prêté par Alexander, vibrait de messages. Diane Russell, ma cousine, me demandait si j'étais allée. Un message plus dur venait de ma mère, un mélange d'excuses timides et d'exigences non dites. Je n'ai pas répondu. Je me surprenais à respirer plus lentement, comme si le centre de gravité de ma journée avait été déplacé quelque part entre la chambre d'hôtel et un bureau d'avocat. Les jours qui ont suivi ont été un apprentissage accéléré. Alexander m'a donné accès au planning du gala. Il m'a expliqué avec une retenue presque clinique l'importance de l'événement. Des investisseurs, des partenaires stratégiques, des images médiatiques. Il a dit « Pour mes activités, l'image est un élément concret. Vous apporterez la cohérence humaine que je cherche. » Je n'étais pas une actrice, je suis organisatrice. Je regarde les flux, j'anticipe les problèmes, je trouve la phrase qui apaise le sponsor. J'ai ouvert mes carnets mentaux, j'ai commencé à travailler comme j'ai toujours su le faire, en corrigeant des listes, en vérifiant des contrats, en appelant des partenaires pour confirmer la présence. Je me suis intéressée aux moindres détails, le timing du repas après le discours, l'ordre des entrées, la logistique des caméras. Chaque réussite était une petite soulagement, une preuve que je pouvais faire plus que survivre. Je pouvais reprendre la main sur ma vie par le travail.
Harlan Reed est entré en scène par téléphone, un investisseur imposant, connu pour être têtu. Son nom avait circulé dans les notes de l'équipe d'Alexander comme un fil rouge. La présence de Harlan signifiait crédibilité pour d'autres sponsors. Un soir, Harlan a appelé pour menacer de se retirer. Les raisons étaient floues. Un sponsor concurrent qui le cherchait, une rumeur de dernière minute. J'ai passé des heures à redéfinir la valeur du gala pour lui, à rappeler l'impact médiatique, à lui proposer une rencontre privée avec certains partenaires. Je n'ai pas supplié. J'ai présenté des options claires, des bénéfices tangibles. J'ai réussi à le convaincre de rester. Alexander m'a regardé, et pour la première fois, il y avait dans son regard un mélange d'étonnement et d'estime professionnelle. « Vous êtes doué », a-t-il dit. Je n'avais pas besoin de plus. En public, nous étions l'image attendue, le couple élégant qui navigue dans les mondanités. En privé, notre relation est restée transactionnelle. Nous nous respections et avions des règles. Les discussions concernant l'accord ont toujours été précises. Confidentialité, accès au logement, financement des démarches pour résoudre mon problème familial. Alexander insistait sur la nécessité d'un contrat écrit. Il parlait d'un avocat, de clauses, de modalités de sortie. J'appréciais cette rigueur. Elle me donnait des garde-fous. Nathan, le frère d'Alexander, avait des positions plus floues quant à ma présence. Il dirigeait une partie des opérations et voyait parfois d'un mauvais œil toute nouveauté qui puisse brouiller l'image de la maison. Il m'a observé avec une réserve froide, comme si j'étais un élément instable dans une arithmétique déjà réglée. Nous avons eu des frictions sur des choix de fournisseurs, sur des invitations. Rien qui ne soit irrémédiable, mais assez pour me rappeler qu'intégrer un nouvel univers professionnel signifie s'exposer à des fronts inattendus. Pendant ce temps, j'ai multiplié les garde-fous pour protéger ce qui restait du monde que j'avais perdu. J'ai sécurisé mes comptes, contacté l'administration du condo, demandé des copies de documents. Mon esprit travaille en liste, en priorité. Chaque après-midi, je m'installais au grand bureau vitré du penthouse, entouré de dossiers, et je faisais marcher la machine de la réorganisation. Elena, discrètement, me laissait de l'espace. Diane me soutenait par message et quelques visites discrètes. Alexander m'apportait les ressources sans se substituer à moi. C'est en fouillant dans les archives du condo, des factures, des échanges d'emails, que j'ai trouvé les premières traces inquiétantes. Quelqu'un avait demandé des certificats médicaux anciens, avait posé des questions aux voisins, avait appelé certains contacts pour demander si j'étais capable de gérer mes affaires. Au début, j'ai pensé que c'était une curiosité intrusive, puis j'ai reçu un message plus direct, une lettre recommandée, laissée dans la boîte aux lettres du penthouse par erreur, adressée à mon ancien avocat au sujet d'une préoccupation concernant ma capacité de décision. Le papier n'était pas clair, il évoquait des évaluations et des procédures administratives, sans plus de détails. Mais le mot « conservatorship », tutelle, prise en charge légale, a frissonné dans mes pensées comme une menace concrète. Je n'ai pas encore compris tous les contours. Était-ce une tentative sourde de ma famille pour reprendre ce que je possédais? Était-ce une démarche motivée par quelques craintes sincères? Je n'avais pas envie d'inventer des motifs. Je savais seulement que mes droits pouvaient être attaqués par des procédures qui, si je n'étais pas préparée, pouvaient me coûter la maison que j'avais reçue en héritage, le contrôle de mes comptes, l'autonomie que j'essayais de reconstruire. Alexander a vu mon changement d'humeur avant moi. Dans la pénombre d'une salle de réunion improvisée du penthouse, il a posé sa tasse de café et a dit « Nous devons verrouiller ce dossier. Si quelqu'un cherche à vous déstabiliser, nous allons répondre par la méthode plus prosaïque. Preuves. Documents, témoins, preuves de vos compétences. » C'est ainsi que Martin Coleman est entré dans l'histoire de manière tangible. Martin n'était pas un procureur de séries télévisées. Il était méthodique, sec, organisé. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il a pris ma main en photo, a listé mes comptes, a réclamé dossiers médicaux, preuves d'activité professionnelle, attestations de clients, tout ce qui pouvait démontrer ma capacité à gérer mes affaires. Les tribunaux, a-t-il dit, ne décident pas sur des intuitions. Ils décident sur des éléments. Nous avons passé des après-midi à rassembler des factures, à demander à d'anciens collègues de rédiger des attestations, à retrouver des contrats. J'ai retrouvé mes anciennes factures d'organisation d'événements, mes emails confirmant des prestations, des photos d'événements que j'avais organisés. Chaque document que Martin posait sur la table me rendait un peu de moi-même. Ce n'était pas seulement pour combattre une procédure possible, c'était la construction tangible d'un argument. Je n'étais pas une personne fragile à dominer, j'étais une professionnelle. Parallèlement, des murmures ont commencé à courir. Certains articles anonymes parlaient d'une situation familiale délicate, des messages privés évoquaient des inquiétudes sur mon comportement. L'image publique, cette fois, était utilisée comme un outil d'affaiblissement. Alexander a réagi en faisant ce qu'il savait faire, verrouiller les canaux.
Son équipe communication a répondu par des communiqués mesurés, ni agressifs, ni défensifs. Aucune fanfare, juste la neutralisation froide d'une rumeur. J'ai continué le travail sur le gala, tout en collectant preuves et témoignages. Plus je prouvais ma compétence dans la préparation de l'événement, plus mon interlocuteur, Alexander, changeait subtilement de posture. Moins distant, parfois reconnaissant, mais jamais intime. Nous avions un accord, et l'accord était notre garde-fou. Puis, un matin, alors que je révisais la liste des prestataires avec une attention presque mécanique, mon téléphone a sonné. C'était Martin. Sa voix, d'habitude parfaitement contenue, était tendue, stricte. « Joyce, ils ont déposé une pétition. » Il n'a pas expliqué au départ. Il a laissé la phrase flotter, comme pour me donner le droit d'absorber l'information. Je sens encore la petite secousse électrique qui m'a traversée à ce mot. Pétition. Qui ? Ai-je demandé ? Ma voix ne tremblait pas. J'avais appris à contenir les émotions pour agir. L'audience est demandée par des représentants qui se disent préoccupés par votre capacité à gérer vos affaires. Selon les documents, ils demandent une évaluation et la mise en place d'une protection juridique. Ils citent des éléments d'instabilité. Robert et Linda sont nommés parmi les requérants. Le monde a basculé, mais pas de la façon spectaculaire qu'on imagine dans les films. C'était froid, administratif, un enchaînement d'étapes planifiées par des gens qui savent manipuler la procédure. Martin a parlé des délais, des preuves à présenter, des témoins à mobiliser. Il a expliqué que je devrais prouver non seulement ma capacité financière, mais aussi ma stabilité psychologique, mon réseau de soutien professionnel. Nous devons montrer, Joyce, que vous n'avez besoin ni de tuteur, ni de conservateur, a-t-il dit. Et pour cela, il faut des éléments irréfutables. J'ai senti la colère monter. Non pas une colère aveugle, mais une colère orientée, aiguë comme une lame. Comment osaient-ils ? Quels raisonnements les ont poussés à cela ? Était-ce la façon qu'avaient mes parents de récupérer ce qu'ils pensaient m'appartenir ? Un contrôle ancien déguisé en sollicitude ? Je n'avais pas les réponses complètes, seulement la certitude qu'il fallait répondre, vite et méticuleusement. Alexander est arrivé peu après que Martin ait raccroché. Il a écouté, sans surprise, mais avec une résolution qui n'était pas celle d'un sauveur. Il a posé sa main sur ma table de travail, regardant les piles de documents, et a dit « On va faire ce qu'il faut. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un tente d'utiliser la loi comme un levier. Nous avons des moyens, des témoins, et surtout, nous avons la vérité. Vous êtes compétente. » La vérité, je l'avais en main, sous forme de dossier papier et de courriel. Et pourtant, la loi réclamait une mise en forme, une argumentation. Martin a commencé à établir une stratégie. Évaluation médicale indépendante, attestation professionnelle signée, preuves financières limpides. Il a insisté sur une chose, tout devait être professionnel et mesuré. Aucun drame public inutile, aucune confrontation émotionnelle qui pourrait être retournée contre nous. Cela m'a plu. La stratégie de contenir et de répondre m'était familière. Dans l'organisation, rien n'est laissé au hasard. Les jours qui ont suivi ont été une course de fond. J'ai jonglé entre la préparation du gala et la compilation de mon dossier de défense. J'ai revu d'anciens clients, demandé des lettres, organisé des sessions d'évaluation recommandées par Martin, signé des décharges, autorisé des professionnels à parler de ma santé mentale. Tout cela semblait d'un réalisme terrifiant. Prouver sa lucidité pour empêcher qu'on vous prétende incapable. Au milieu de cette agitation, la colère contre mes parents ne s'est pas effacée. Mais elle a changé de nature. Elle s'est transformée en une énergie de précision. J'ai arrêté de demander des explications où il n'y en avait pas, et j'ai commencé à définir les frontières que je n'accepterais plus qu'on franchisse. Cela n'était pas spectaculaire. C'était un travail quotidien, administratif, parfois humiliant, souvent épuisant. Mais chaque document classé, chaque témoin recruté, me rendait un peu de ma vie. Le gala approchait. La tension, plutôt que de diminuer, prenait une autre forme. Il fallait que l'événement soit une démonstration publique de ma compétence et de ma stabilité. Si nous réussissions, ce serait une preuve indirecte mais puissante devant quiconque chercherait à me décrédibiliser. Un soir, en regardant la ville par la baie vitrée, j'ai laissé monter une certitude compacte. Si ma famille avait essayé de m'effacer dans un aéroport, ils avaient réveillé chez moi autre chose qu'une victime. Ils avaient réveillé une stratégie. J'avais accepté un marché pour sortir d'un gouffre. Je n'avais pas vendu mon âme. J'avais négocié une fenêtre pour reprendre mon destin. Le téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois c'était Diane. Son message était simple. « Prends soin de toi. Nous sommes là. » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots entrer. Ils n'effaçaient pas la blessure, mais ils m'offraient un point d'appui. La nuit tombait sur l'Hudson. Les lumières de la ville se reflétaient en lamelles dans l'eau. J'ai pensé aux étapes qui venaient. Le gala, l'audience, la contre-offensive juridique. Tout était en suspension, comme un souffle avant l'action. J'ai ramassé mes feuilles, vérifié une dernière fois la liste des invités,
et j'ai senti cette étrange combinaison d'adrénaline et de calme professionnel qui m'avait toujours accompagnée dans les moments décisifs. Martin m'avait laissé des instructions claires pour le lendemain. Nous avions des rendez-vous avec un médecin évaluateur et une dernière réunion avec les témoins. Alexander, de son côté, m'avait redit qu'il comptait sur moi comme sur une partenaire dans la gestion de l'image et des relations. Sa façon de dire partenariat me plaisait parce qu'elle excluait la condescendance. Je ne pouvais pas savoir encore comment tout cela se terminerait. Je savais seulement ce que je refusais. Perdre ma maison, perdre ma voix, être prise en charge par une décision qui n'aurait pas ma participation. Ce soir-là, avant de fermer les yeux, j'ai noté une chose dans mon carnet. Dignité, limite, preuve. 3 mots pour me rappeler que la reconstruction n'était pas seulement juridique ou financière, elle était aussi morale. Le rideau se refermant sur cette première partie de l'histoire ne signifie pas que la tempête est passée. Cela signifie simplement que la première manche, la mise en place, est faite. Les enjeux se précisent, les forces se positionnent. Demain, nous allons affronter une procédure qui ne sera pas seulement un débat technique, elle sera une question de reconnaissance, que je ne cède pas ma vie à ceux qui ont choisi de la délaisser. Si vous avez trouvé dans ces lignes un écho, si ce récit vous touche, abonnez-vous et partagez cette histoire, pour que d'autres sachent que la dignité peut se défendre, même quand elle a été abandonnée au milieu d'un terminal. Le gala est arrivé comme une caisse de résonance. Toute la ville semblait contenir son souffle pour nous regarder. Les coulisses, chez Alexander, étaient d'une précision presque clinique. J'avais dressé des feuilles, des plans d'urgence, des scénarios alternatifs pour chaque petit imprévu. Tout était calibré pour montrer non seulement l'efficacité de l'événement, mais surtout la cohérence d'une présence humaine capable de diriger des détails complexes sous pression. La salle brillait de 1000 feux. Les tables, disposées selon les plans, laissaient de la place pour les mouvements des caméras et pour la circulation des invités. Les discours avaient été resserrés, les applaudissements attendus au bon moment. Mon rôle, ce soir-là, dépassait la simple présence au bras d'Alexander. Il s'agissait de neutraliser toute tentative de tourner l'attention vers autre chose que le message principal de la soirée. J'avais demandé à l'équipe de communication d'Alexander de préparer des notes claires et des éléments factuels, biographie des intervenants, chiffres vérifiés, réponses succinctes aux rumeurs déjà à l'œuvre. Une rumeur a failli tout faire basculer. Un message anonyme avait été partagé dans un cercle fermé de journalistes, insinuant des problèmes familiaux chez les Romero. Les mots étaient calculés pour piquer la curiosité et laisser planer le doute. J'ai vu, dans la logistique du gala, une opportunité plutôt qu'une menace. Plutôt que d'ignorer, nous avons choisi de neutraliser. Diffusion d'un communiqué neutre précisant l'importance de l'événement et le sérieux des intervenants, renvoi vers le dossier de presse détaillé, mise à disposition d'un porte-parole. La neutralité était notre arme. Trop d'émotions auraient nourri la rumeur, trop d'attaques l'auraient propulsée. C'est durant l'entracte que Harlan Reed a failli se retirer. Il s'est approché, visage fermé, murmurant des considérations sur des intérêts concurrents. Je l'ai pris à part, pas pour le supplier, mais pour réarranger les éléments qui l'intéressaient. Visibilité ciblée, rencontre privée, opportunité concrète. Je savais où le toucher, pas sur sa vanité, sur son calcul. Il est revenu au programme. À la fin de la soirée, il m'a serré la main avec un air que je lisais comme un respect professionnel. Ce soir-là, les caméras ont filmé des sourires et des toasts. Dans les coulisses, nous avions mis en place la preuve tangible que j'étais capable, que je savais peser, choisir, convaincre. La presse du lendemain a oscillé entre admiration pour l'événement et notes mesurées sur des tensions familiales. Les rumeurs n'avaient pas complètement disparu, mais la manière dont nous avons géré l'incident avait réduit leur pouvoir. On ne se débarrasse jamais complètement des murmures, mais on peut en limiter la propagation. Plus précieux encore, la compilation de témoins et de preuves s'est au fait. Les emails confirmant mes interventions, les messages de témoins, les rapports de présence, tout cela allait constituer une avalanche de pièces concrètes si jamais la procédure judiciaire exigeait une image complète de ma vie et de ma capacité. Puis est venue la confrontation. Mes parents sont arrivés à New York. Ils n'ont pas frappé à la porte du penthouse comme on frappe pour retrouver un enfant perdu. Ils ont envoyé quelqu'un annoncer une présence formelle. Robert et Linda ont demandé une conversation en privé. Angela était avec eux, le visage tiré comme battu par la décision qu'elle avait soutenue. La tension était contenue mais palpable. Je les ai reçus dans le salon, assise face à eux, sans élan dramatique, comme à la table d'une réunion. Parce que c'était bien cela, une réunion où nos statuts familiaux se heurtaient à la logique d'une procédure. Robert a parlé le premier, sa voix tentée par la justification. « Joyce, nous nous inquiétons pour toi, nous voulons ce qu'il y a de mieux. » Sa phrase avait la forme d'une sollicitude. Linda a ajouté des éléments flous de peur et d'absence d'assurance. Angela, muette un moment, a fini par dire des choses partagées entre colère et regret. C'était la même logique que j'avais connue des années durant, la sollicitude servant de justification à un contrôle.
Je leur ai répondu de façon simple et directe. J'ai énoncé les faits, les preuves que nous avions compilées et la menace concrète que représentait la pétition. Je n'ai pas cherché à les faire culpabiliser, j'ai demandé des explications. Ils ont hésité. Ils ont parlé d'un mélange de préoccupation et d'une crainte confuse de ma prétendue instabilité. J'ai entendu les mots et j'ai entendu l'ombre d'un calcul, une posture qui, si elle se transformait en procédure légale, leur permettrait de reprendre pied sur des choses matérielles. Ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas un règlement d'ardoise émotionnelle. J'ai posé une offre professionnelle. Je leur ai demandé de retirer leur pétition et de confirmer par écrit qu'ils n'avaient pas de raison valable d'engager une procédure. À défaut, je poursuivrai par la voie civile pour atteinte à la réputation et tentative d'appropriation d'actifs. J'ai été claire, je n'étais pas là pour la réconciliation à tout prix. Je donnais une porte de sortie honorable, mais ferme. Ils ont refusé. La tension a pris un tour plus net. Robert a menacé d'aller jusqu'au bout, convaincu qu'il agissait par amour mal interprété. Je leur ai dit ce que je voulais qu'ils sachent, que leur démarche me blessait profondément, mais que je ne céderais pas. Je leur ai demandé de quitter le penthouse si leurs intentions restaient de poursuivre. Ils sont partis, non sans m'avoir lancé des mots qui cherchaient à retourner la conversation en ma défaveur. Leur départ a été sans drame, mais l'air s'est alourdi. La réalité s'est imposée. La bataille légale serait inévitable. L'audience préliminaire a pris place dans une salle au mur neutre, loin des projecteurs. Martin avait préparé notre argumentaire avec la minutie d'un artisan. Il a présenté la chronologie, les documents, les lettres d'anciens clients attestant mes compétences, les évaluations médicales indépendantes concluant à ma pleine capacité à gérer mes affaires. Les témoins appelés de notre côté, collègues, fournisseurs, clients, ont parlé de moi comme on parle d'un professionnel éprouvé. Des faits, des dates, des résultats. Aucun pathos inutile. La stratégie consistait à faire parler les pièces plutôt que les émotions. Les avocats des requérants ont insisté sur la nécessité d'une évaluation, sur des inquiétudes possibles quant à ma vulnérabilité récente et sur certains comportements familiaux qui, à leurs yeux, justifiaient une vérification. Leur rhétorique cherchait à semer le doute. Martin a contre-attaqué par une concentration sur les preuves tangibles, relevés bancaires clairs, contrats de prestation, lettres d'engagement, attestations professionnelles. Il a rappelé que la loi n'accorde pas une tutelle sur la base d'impulsions ou d'accusations vagues, mais sur l'existence de preuves démontrant une incapacité avérée. La juge, une femme d'âge moyenne au regard vigilant, a posé des questions précises. Elle semblait intéressée par la méthodologie plutôt que par les émotions. Elle a demandé des clarifications sur les évaluations, sur qui avait sollicité quelle pièce, sur la chronologie des événements familiaux. Elle a voulu savoir si la pétition visait un risque concret, des décisions financières récentes irrationnelles, des signes clairs d'altération mentale ou une incapacité avérée à prendre des décisions importantes. Les réponses des avocats des requérants restaient floues. Ils avaient des peurs, mais peu d'éléments concrets pour fonder une prise en charge. Le moment crucial a été l'audition de l'évaluateur médical indépendant. J'avais accepté de me soumettre à des tests, à des entretiens, et les conclusions étaient nettes. Aucune déficience cognitive ni trouble majeur affectant ma capacité décisionnelle. L'expert a décrit des tests standardisés et a expliqué, avec un ton neutre, que les fluctuations émotionnelles, compréhensibles après un abandon familial, ne constituent pas une incapacité juridique. Martin a encadré ce témoignage par des documents expliquant mes compétences professionnelles continues. Les témoins ont confirmé que j'avais pris des décisions récentes, souvent complexes, avec lucidité et compétence. La décision de la juge, lorsque finalement elle est tombée, n'a pas été une condamnation morale de ma famille. Elle a été une décision technique. Il n'y avait pas de fondement suffisant pour imposer une tutelle. La pétition a été rejetée. Je me souviens du soulagement physique qui m'a traversé comme d'un relâchement musculaire après une longue tension. Mais ce soulagement n'effaçait pas la blessure. La victoire procédurale signifiait que j'avais sauvé mes droits juridiques, elle ne réparait pas la trahison ressentie. Les conséquences pour ma famille ont été moins judiciaires qu'humaines et sociales. La presse, qui avait commencé par s'intéresser à la rumeur, a ensuite relayé la décision. Certains articles ont examiné la dynamique familiale avec plus de distance, d'autres ont essayé de comprendre les ressorts psychologiques d'un geste qui semblait motivé par un mélange de peur et de contrôle. Robert et Linda ont affronté le regard critique d'amis et de connaissances. Angela s'est retrouvée à devoir répondre aux questions des siens. Je ne me réjouis pas de leurs difficultés, je constate seulement que leurs actions ont eu un prix. Ce prix a constitué une forme de reconnaissance publique, parfois dure, parfois nécessaire, que la tentative de m'assujettir n'était pas une démarche protégée par la loi. La dissolution du contrat matrimonial, comme prévu, a suivi son cours. Notre accord stipulait des modalités claires de sortie, des conditions de clôture financière et des garanties de confidentialité. Alexander et moi avons négocié la séparation contractuelle avec la même rigueur que nous avions appliquée à l'accord initial. Il n'y a ni coupure dramatique ni éclat romantique. Il y a une finale administrative, des signatures, des clauses remplies. Alexander a insisté pour régler toutes les questions financières de façon nette, veillant à ce qu'aucun dossier ne reste ouvert qui pourrait être retourné contre moi.
Sa manière de respecter les termes m'a paru la meilleure forme de protection qu'il pouvait offrir. C'était suffisant. Nous avons signé les papiers, conservé un respect professionnel et chacun a retrouvé sa route. Après la dissolution, la tâche la plus difficile et la plus gratifiante a été de réorienter l'énergie accumulée vers la reconstruction. J'ai choisi de lancer mon entreprise d'événementiel, pas comme une revanche, mais comme la mise en œuvre d'une compétence qui m'avait servi à me défendre. J'ai réuni une petite équipe. Diane, fidèle et solide, a accepté d'assumer la coordination opérationnelle. Elena, forte et discrète, a accepté de garder quelques responsabilités logistiques. Quelques prestataires, rassurés par la transparence des documents et par la qualité des références, ont repris contact. Arland Reed, impressionné par la manière dont j'avais géré les enjeux, a offert une première mise de fonds modeste pour couvrir les frais initiaux. Une aide concrète, mais non destinée à construire une dépendance. J'ai dit oui à une aide qui respectait mon autonomie. Mon premier contrat officiel, après le gala, était modeste. Une série de petites conférences, des ateliers, des événements d'entreprises locales. J'ai travaillé dans des salles plus petites qu'un penthouse, avec des budgets plus serrés. Mais chaque événement a été l'occasion de consolider une réputation fondée sur la qualité et la fiabilité. J'ai appris à dire non aux propositions qui me mettraient à nouveau en position de vulnérabilité. Les frontières que j'avais tracées mentalement se sont transformées en procédures. Contrats clairs, acomptes, clauses de protection pour la réputation, assurance responsabilité. La fierté profonde n'était pas de gagner plus d'argent, c'était de voir la confiance se reconstruire à partir d'actes précis. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été un mélange d'efforts pratiques et de reprises intérieures. Il y a eu des nuits où la mémoire de l'abandon revenait, imprévisible, et des jours où je me surprenais à rire franchement. J'ai renoué avec des amis qui avaient été les témoins silencieux, j'ai mis fin à certaines relations toxiques. J'ai appris à m'accorder la patience nécessaire pour sentir le progrès, sans attendre qu'une satisfaction totale vienne abattre la douleur d'un coup. La relation avec ma famille a pris une forme définitive, distance et limite. Nous ne sommes pas ennemis publics, mais nous ne partageons plus la même intimité. Robert et Linda ont essayé de réemprunter des chemins de communication, par des messages discrets, des tentatives d'explication. J'ai répondu parfois, et parfois je suis restée silencieuse. La rupture n'a pas été un point final brutal, elle a été une série de petites clôtures. Angela a osé quelques gestes de rapprochement, mais j'ai gardé mes frontières. La liberté n'est pas la vengeance, c'est la capacité de choisir avec qui on partage son espace personnel. Il est important de dire aussi que tout cela ne s'est pas fait sans coût. Il y a eu des frais légaux, des nuits blanches, des moments d'épuisement nerveux. Il y a eu des occasions où j'ai douté que l'effort en valait la peine. Mais à mesure que mon entreprise prenait forme, que des clients recommandaient mes services et que je voyais l'impact concret de mon travail, je réalisais que chaque document compilé pendant la défense avait aussi été une construction. Les pièces rassemblées n'étaient pas seulement des preuves, elles étaient la fondation d'une réputation reconstruite. Un matin, quelques mois après le jugement, je me suis retrouvée sur une petite terrasse avec vue sur l'eau, une tasse de café chaud à la main. Le soleil était bas, la lumière douce. J'ai pensé à la valise roulante sur le carrelage de l'aéroport, à l'annonce feutrée, à la porte qui s'était refermée. J'ai pensé à l'étranger qui m'avait tendu la main ce jour-là et à la façon dont j'avais transformé une offre improbable en outil de rétablissement. Peut-être que, ailleurs, quelqu'un critique l'idée même d'avoir accepté ce marché. Je l'entends, mais je me rappelle pourquoi j'avais dit oui. Pas pour capter la richesse d'un autre, mais pour regagner l'accès à mes moyens, à ma voix, à ma maison. J'avais choisi une stratégie. Ce que je garde en tête aujourd'hui, c'est cela. Pas la rancœur, mais la leçon pratique. Qu'il y a des actions que l'on peut prendre pour se protéger, et qu'il y a des alliés qui peuvent offrir des ressources sans chercher à vous rendre dépendant. J'ai appris à lire les offres avec une lucidité nouvelle. J'ai appris que la dignité ne s'achète pas, mais se défend, souvent à travers des dossiers, des signatures et des conversations implacablement claires. La vie a continué. Le nom de mon entreprise est sobre. Il évoque l'ordre et l'hospitalité plutôt que l'ostentation. Ma clientèle s'est construite lentement, mais sûrement. Des anciens clients m'ont recommandé, des partenariats se sont noués, et j'ai commencé à former de jeunes organisateurs pour transmettre les méthodes qui m'avaient aidé. Rigueur, anticipation et fermeté dans l'établissement de limites contractuelles. Un soir, alors que je présentais un projet à un nouveau client, j'ai senti la différence nette entre la femme qui avait été abandonnée sur un carrelage d'aéroport et la femme qui prenait maintenant la parole dans une salle de réunion. La confiance n'était pas celle d'un triomphe émotif, mais celle d'une capacité éprouvée. Ce n'était pas la revanche, c'était la conséquence naturelle d'un travail fait avec constance.
Je ne veux pas laisser l'histoire se conclure par une célébration triomphante de la réussite matérielle. Ce que j'ai gagné n'est pas une fortune ni une gloire, c'est le droit de décider pour moi-même, la visibilité d'une compétence reconnue et la souveraineté sur ma vie quotidienne. J'ai conservé ma maison, mes comptes, et plus important encore, ma voix. Ce que je veux que vous reteniez, si ma voix vous a touché, n'est pas un modèle unique à suivre. Chaque situation est différente, mais il existe des principes universels qui m'ont aidé. Documenter, s'entourer de personnes compétentes, définir des limites claires et accepter de transformer la douleur en un plan d'action concret. Parfois, une aide extérieure peut être un outil précieux, parfois vous devrez vous battre seul. L'important est de rester maîtresse de vos décisions. Sur cette terrasse, j'ai écrit quelques mots sur un carnet. Dignité, frontières, compétences. Je les relis souvent. Elles me rappellent que la reconstruction ne se fait pas d'un seul geste, mais d'une succession de choix mesurés. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez en parler, partager ou simplement trouver un geste pour protéger votre paix, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'on peut reprendre sa vie, dans le respect de soi et dans la clarté des actes.